Merci. Je vais maintenant passer la parole aux différents représentants et représentantes des groupes politiques qui le souhaitent. Donc pour le Rassemblement national, Monsieur Bruno Clavet, pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Dans un premier temps, je souhaiterais réagir à vos propos sur votre couplet, sur la démocratie, sur le rempart que serait le service public, de l'audiovisuel. Il suffit de regarder la couverture des élections américaines, couverture totalement biaisée, même caricaturale. Vous dites par ailleurs que 75% des Français sont attachés à l'audiovisuel public. Certes, ils sont attachés à un audiovisuel public, mais pas à cet audiovisuel public, via lequel vous tentez d'imposer une vision du monde fantasmée et qui sert la soupe à l'extrême gauche. Vous érigez en rempart contre le danger d'une extrême droite qui n'existe pas, pour en réalité vous donner une raison d'exister et pour justifier les 3,2 milliards d'euros que vous coûtez aux Français. Par vos interventions, vous venez clairement de montrer qu'il y a bien un parti pris et aucun pluralisme. Et non, la démocratie n'est pas en danger, mais elle sera en danger si des personnes comme vous ne respectent pas et n'acceptent pas le choix des électeurs, qu'ils soient américains ou français d'ailleurs. Et pour terminer, Monsieur Erami, vous avez évoqué, comme certains députés, un retour d'ailleurs de la redevance télé, supprimée en 2022. Vous êtes donc favorable à la taxation des Français qui sont déjà étranglés par une fiscalité toujours plus forte, pour servir une idéologie clairement rejetée par une majorité des Français lors des dernières élections. Le Rassemblement national s'y opposera totalement et j'ai envie de vous dire vivement la privatisation. Merci beaucoup. Alors, ensuite, pour la LFI-NFP, Aurélien Saint-Toul, pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, merci Madame, merci Messieurs. Évidemment, je ne vais pas m'excuser des propos d'un de mes collègues parce que mais je voulais simplement vous assurer que voilà, en tout cas, j'ai allez-y pour 2 minutes. De vous assurer que pour la plupart de nos collègues, nous sommes tous ici attachés au service public par-delà les sensibilités. Je suis d'autant plus heureux de vous avoir parmi nous que c'est à l'instigation de mon groupe que finalement cette audition a pu s'organiser rapidement et je vous remercie de vous être libérés. Au fond, 2 sujets dominent la discussion. Le premier, celui de la budgétisation. Il y a un certain consensus autour de cette idée qu'il faut l'écarter, mis à part à l'extrême droite, puisque de toute façon ils ne tiennent pas à la vie du service public. Et puis la question de l'urgence. Sur cette question de l'urgence, je veux dire 2 choses. La première est qu'elle ne sort pas de nulle part. Elle a été choisie ou construite. Elle a été voulue par, à minima, le gouvernement précédent, qui s'est donné la possibilité de remettre au lendemain sans cesse, qui a décidé d'en finir avec la redevance sans avoir de plan B, ou alors en ayant un plan B, mais en cherchant à ne pas le mettre en œuvre avant d'avoir obtenu la fusion des entreprises de l'audiovisuel public. Nous n'en sommes pas dupes, et c'est de cela dont il est aujourd'hui question. Notre situation d'urgence, elle vient de là. C'est la raison pour laquelle nous n'écartons pas la possibilité de voter cette PPLO. Néanmoins, et c'est plutôt l'explication de notre position que je veux faire devant vous, néanmoins, nous considérons qu'il existe un chemin d'après lequel une nouvelle version de la PPLO, instaurant une redevance progressive, pourrait être votée, à charge pour le gouvernement de faire le nécessaire rapidement, avant le 31 décembre, et de mettre en œuvre un PLFR, donc une loi rectificative, afin d'implémenter au plus vite cette ressource claire, efficace et juste. Voilà la logique dans laquelle aujourd'hui nous évoluons, et voilà, je suis content d'avoir l'occasion de vous l'expliquer de vive voix. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, Emmanuel Grégoire. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, d'abord excusez-nous. Comme vous le savez, on est dans des conditions un peu rocambolesques. On doit courir d'une salle à l'autre et je regrette de ne pas avoir entendu toutes les interventions, mais j'en ai compris l'esprit. C'est très bien qu'on intervienne les uns après les autres. Je ne reviendrai pas sur l'intervention insultante et je crois qu'il ne faut pas du tout la banaliser qui vient d'être faite par notre collègue du Rassemblement national parce que l'outrance du propos mérite en soi quand même qu'on y revienne. Enfin, on n'a pas de temps à perdre. Mais il faudra quand même y revenir.
Sur cette question tout à fait centrale que vient d'évoquer mon collègue, parce que je n'ai pas le même avis technique. D'abord, on est d'accord sur le fond, on se le dit, au moins au sein du Nouveau Front Populaire, c'est une méthode palliative que le gouvernement, par son inconséquence, nous impose dans l'urgence, dans lequel un jeu très cynique de réforme de gouvernance contre, en gros, menace de budgétisation, et tout ça se prend les pieds dans le tapis. Et d'ailleurs, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Si le gouvernement Barnier tombe dans les semaines qui viennent, tout ça s'effondre et la budgétisation s'imposera juridiquement et implacablement. La question est assez simple que je vais vous poser, et je sais bien que peut-être c'est pas aujourd'hui que vous pouvez la formuler compte tenu de l'urgence de la convocation, mais c'est est-ce qu'il faut voter cette PPLO, un. Deuxièmement, est-ce qu'il faut la voter conforme? Moi, j'ai la conviction, mais elle, par définition, elle mérite d'être éclairée, pour moi, mais pour tout le monde. Pourquoi je pense qu'il faut la voter conforme et pas l'amender ou pas la réécrire? C'est que jamais nous n'arriverions à la mettre en œuvre avant la fin de l'année. Jamais. Y compris si une PPLO différente était adoptée par l'Assemblée nationale, à l'évidence, elle repartirait au Sénat. En supposant même qu'il l'acceptait, on perdrait du temps. Ce point est important parce que il est très désagréable pour nous, vous le comprenez. Ça consiste à nous dire, vous n'avez pas le choix, un pistolet sur la tempe. Si vous voulez aider l'audiovisuel public, il faut éviter la budgétisation, voter conforme la PPLO. Et ce n'est en rien ce que nous voulons faire et ce que nous voudrions faire. Et plusieurs intervenants l'ont dit. Nous pensons que la suppression de la redevance était une erreur historique, a fortiori quand on ne prévoit rien pour s'y substituer de façon pérenne et convaincante, y compris par le manque de crédibilité des crédits budgétaires qui sont mis en face. Après tout, s'il y avait une budgétisation avec des crédits en croissance, peut-être les acteurs de l'audiovisuel public nous diront on veut de la budgétisation avec des crédits en croissance. Nous sommes très soucieux collectivement au sein de mon groupe, le groupe socialiste, et au sein du Nouveau Front Populaire, de réfléchir à la mise en place le plus vite possible d'une contribution à l'audiovisuel public. On le dit très clairement, progressive et pas assis sur un mécanisme de type TVA qui est profondément injuste, mais au moins proportionnel. Et deuxièmement, sous des mécaniques à affiner, mais on a plusieurs options. Mais on a besoin de votre avis. Est-ce que voter conforme ou pas, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, mais est-ce que nous avons une marge de manœuvre pour amender la PPLO, ou est-ce qu'on doit la voter? Est-ce que vous, représentants des salariés, souhaitez que nous la votions conforme dans ces questions d'urgence, puisque c'est la semaine prochaine sous votre contrôle, Madame la Présidente, le 19 novembre. Voilà. 13 pour la commission et 19 novembre en hémicycle. Monsieur Emmanuel Duplessis pour le groupe écologiste et social. Oui, bonjour à tous. Merci Madame la Présidente. Merci de vous être rendu très rapidement disponible. Globalement, le groupe écologiste partage vos analyses sur la nécessité d'un financement périn et qui garantisse l'indépendance, que la solution qui est proposée par le gouvernement n'est que palliative. Je peux partager aussi peut-être l'idée qu'on est dos au mur et qu'il faudra sans doute mieux adopter telle quelle la version du Sénat, bien qu'imparfaite. Je crois aussi qu'il est possible de trouver une nouvelle redevance qui soit basée sur une assiette et une base plus juste que celle de la TVA ou de l'ancienne contribution. Ma question ne va pas porter sur le financement du coût, même s'il est déterminant pour assurer l'indépendance, il est malheureusement pas suffisant. Et donc vous, en tant que représentant des agents du service public, quels seraient pour vous les leviers pour contribuer à assurer encore plus et toujours plus l'indépendance des rédactions, le libre travail et la capacité des agents du service public audiovisuel à être en mesure de respecter pleinement leur déontologie dans un contexte où on le voit, les forces de la désinformation sont fortes, où la concurrence non, mais les pressions internationales notamment toujours sur ce point de vue de la désinformation sont fortes, et où une partie de la représentation nationale peut être assez déconnectée des réalités et du fond des débats politiques et publics. Voilà, pour résumer, quel autre levier que la question du financement pour garantir l'indépendance des médias et la capacité à travailler dans les meilleures conditions. Une question large que j'accepterais qu'elle ne soit répondue que juste par des leviers et pas par des développements. Non. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Louis Boyard.
Merci Madame la Présidente. Je vous présente à nouveau les excuses de la représentation nationale pour comportement calamiteux de notre collègue. Je présente aussi des excuses au vu de la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce que finalement vous n'avez pas le choix. Il y a eu la suppression de la redevance, ensuite il y a eu la dissolution, et dans votre propos liminaire, monsieur le rapporteur, j'ai le sentiment que vous ne dites pas de qui est la responsabilité. Et donc là, du coup, on se retrouve à avoir 3 lignes politiques. On a celle de monsieur le rapporteur, qui est respectable et qui doit être entendue dans la représentation nationale, mais qui est la ligne qui est celle plus ou moins du gouvernement, la posture en tout cas. Vous avez ensuite une autre ligne qui est celle de dire bah écoutez, il faut absolument, on a le pistolet sur la tempe, il faut absolument le voter parce que sinon c'est le chaos. Mais syndicaliste que vous êtes, vous savez que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui produisent la richesse, c'est que ce sont tout en haut qu'ils sont dépendants et pas l'inverse. Et d'une certaine manière, nous aussi, on a le pistolet qui nous permet de retourner vers eux. Et donc là, il y a un rapport de force à engager. La CFTC a fait une proposition qui a été mise sur la table de modifier le modèle de financement avec un impôt progressif. Moi, je vous le dis, monsieur le rapporteur, je ne crois pas qu'il y aura de réflexion. L'instabilité gouvernementale et politique empêche d'avoir cette réflexion sur le long terme. Donc on repose cette question, et c'est un peu le cœur de ce qu'on veut savoir du point de vue des travailleuses et des travailleurs. Est-ce que c'est le moment de rentrer dans un rapport de force politique pour obtenir la proposition qui a été formulée par la CFTC, mais tant d'autres aussi ? Merci beaucoup. Alors, je vous invite à répondre à l'intégralité des questions ou des attaques qui vous ont été faites, parce que même si Monsieur Clavet a jeté une boule puante et puis a fait le choix de partir, cette audition est filmée, elle reste disponible et je pense qu'il est absolument indispensable que celles et ceux qui voudraient la suivre puissent entendre les réponses que vous pourriez avoir envie de lui formuler. Je vous laisse la parole. Allez-y, dans le même ordre. Madame la Présidente, merci. Alors, je vous remercie de nous avoir remerciés tous pour l'urgence, mais en même temps, la réponse est dans la question. Il y a urgence et c'était normal que nous nous mobilisions parce que le financement de l'audiovisuel public, qui est, je le répète, aux yeux de Force ouvrière, est un bien commun à l'ensemble de la nation et c'est quelque chose d'important. Ce qui me permet d'enchaîner sur une deuxième série de réponses, même si les élus du Rassemblement national ont tous quitté cette instance. Il n'y a pas de cooptation idéologique à l'intérieur de l'audiovisuel public. L'audiovisuel public n'est pas une cohorte monocouleur. Il y a des débats et c'est à l'intérieur de l'audiovisuel public que l'on retrouve toute la richesse de la société française. Et donc réduire l'audiovisuel public à une sorte d'instance de propagande monolithique, c'est effectivement, à défaut de dire insultant, c'est outrancier, parce que ça n'est pas la réalité. L'audiovisuel public, s'il est un bien commun à nos yeux, c'est parce que c'est un lieu qui doit refléter tous les débats qui animent la société française pour en être le reflet. Et ça n'est pas en nous éliminant que l'on va justement entretenir ces caractéristiques-là, et ça n'est pas en nous tournant le dos ou en refusant d'entendre les réponses que nous, professionnels de l'audiovisuel public, de toute origine, de toute entreprise et de toute couleur politique, même intimement que ce soit, nous pourrions apporter. Ce n'est pas en nous tournant le dos que cela va permettre de cultiver ce pluralisme-là. Donc, pour répondre quand même, l'audiovisuel public, pourquoi il est important et pourquoi le financement est urgemment, il est nécessaire de le résoudre urgemment, au moins temporairement, parce que effectivement, c'est un lieu de liberté de parole, ça doit être un lieu de liberté de parole, ça doit être un lieu de pluralisme, ça doit être un lieu de qualité, ça doit être un lieu de labellisation même des produits que nous pourrions et nous serions amenés à diffuser, qui que nous soyons, et notamment dans une époque où les fausses informations, où le flou et le brouillard peuvent être entretenus. C'est pour cette raison que dans notre propos liminaire, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, nous insistons pour lier intimement la question du financement avec la question des missions. Et c'est pour cette raison, j'en terminerai avec ceci, que nous, Force ouvrière, défendons, même si cela peut prêter à débat, effectivement, mais défendons l'idée du prélèvement sur recettes qui sera débattu annuellement au sein des instances de la représentation nationale, qu'il s'agisse de l'Assemblée ou du Sénat, parce que c'est du débat que viendra le contrôle, pas
pas le collier qui viendrait brider notre indépendance, non, mais le contrôle sur l'accomplissement des missions, sur le respect du pluralisme, sur le respect de la liberté d'opinion, sur le fait que l'audiovisuel public incarne toujours la France dans sa diversité et des missions de qualité. C'est par le débat annuel au sein du Parlement, pour nous allouer des crédits, que nous aurons une forme de garantie que nous remplissons bien les missions pour lesquelles nous avons été créés et pour lesquelles nous sommes des entreprises de service public et pas des entreprises d'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Dalmar. Oui, alors je vais d'abord répondre aux représentants de l'extrême droite qui ont quitté cette salle. Je rappelle le propos, une vision du monde d'extrême gauche biaisée. Bon, je crois que je ne sais pas s'il est nécessaire que nous fassions la démonstration de l'éclectisme et de la diversité de ce qu'on peut entendre sur les antennes de l'audiovisuel public. Chacun peut y trouver ce qu'il souhaite et je crois que la palette est suffisamment large pour qu'une grande partie des Français s'y retrouvent. Mais peut-être que c'est ce qui gêne, c'est cet éclectisme qui gêne ces représentants de l'extrême droite. Donc vous savez ce que pense la CFDT. Sur la question, messieurs, de l'urgence et de ce qu'on pourrait dire d'une forme de financement. Alors moi, je ne veux pas engager la parole de la CFDT ce jour, c'est une question beaucoup trop grave. Donc moi, je m'engage à animer une réflexion autour de cette question-là. Mais dire que l'urgence, effectivement, elle est dans le fait de ne pas être budgétisé, pardon, comme on a pu l'exposer en début de séance. Mais l'autre chose, c'est l'urgence, c'est aussi de ne pas créer une opportunité pour jouer avec l'audiovisuel public, parce que comme on a pu le connaître au mois de mai, par exemple, et je rappelais dans mon intervention cette forme de chantage qu'il y avait à faire dépendre le vote de cette PPLO d'une éventuelle transformation de la gouvernance, deux sujets qui n'ont absolument rien à voir. Et si vous nous interrogiez sur ces questions-là, on pourrait développer ce qu'on a eu l'occasion de développer dans les différentes auditions et au mois de mai sur cette aberration que serait une fusion de ces entreprises, une absurdité stratégique qui, bien évidemment, déstabiliserait les entreprises. Et je crois que c'est ça notre inquiétude à tous, c'est tout élément qui pourrait nous déstabiliser. Parce que effectivement, on est toujours sur un fil. Je voudrais simplement rappeler quand même qu'on parle beaucoup d'indépendance de l'information, mais que l'audiovisuel public, ce n'est pas que de l'information, notamment pour Radio France. Alors, je n'ai pas développé de propos spécifiques à Radio France, mais rappeler que l'information à Radio France, c'est simplement 1/5 de l'activité de Radio France d'information. Il y a 3 formations musicales, il y a du spectacle vivant, c'est 1/4 de l'activité de Radio France, il y a de la production de fiction, il y a des magazines de toutes sortes sur toutes les antennes, France Musique, France Culture, FIP, France Inter, bref, je ne vais pas développer là, mais il n'y a pas que l'indépendance de l'information, de l'actualité, il y a l'indépendance également de magazines culturels, ne pas dépendre des différentes formes de promotion et d'une économie d'échelle de certaines structures culturelles. Donc voilà, quand on parle d'indépendance, c'est important de ne pas parler que de l'information. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Voilà. En tout cas, on va engager cette réflexion sur un mode de financement au plus haut niveau de la CFDT, parce que bien entendu, tout ce que je dis là engage la CFDT, il n'y a qu'une CFDT. Merci beaucoup. Je vous en prie, Monsieur Erami. Merci, Madame la députée. Pardon. Ah oui, pardon. Je pense que vaut mieux que je ne revienne pas trop longtemps sur l'attaque qui a été dirigée contre moi. D'abord, à titre personnel, je crois que Monsieur le député s'est lourdement trompé, parce que moi, je ne travaille pas à France Télévisions. Je travaille d'abord à France Médias Monde, et je pense que la couverture dont il faisait référence, il parlait de France Télévisions. France Télévisions, par ailleurs, si je peux apporter un petit commentaire, j'ai regardé la veille des élections américaines un reportage qui mettait en valeur justement le vote à la fois
pro-Harris et pro-Trump. Donc ça montre bien évidemment qu'il n'y a aucun problème de pluralisme sur les médias publics, que ça soit France Télévisions, Radio France. En tout cas, je peux vous le garantir à 100% s'agissant de France Média Monde, notre impartialité, notre rigueur journalistique est reconnue mondialement. Je pense que le commentaire émanait plutôt d'un agenda politique et idéologique. Nous, on n'est pas là pour ça. Donc je trouve tout simplement regrettable qu'on puisse manquer de respect à la délégation qui est la nôtre. Mais ce n'est pas important. Malheureusement, je crois qu'on a parfois l'habitude. En tout cas, ce que je constate, c'est que les ennemis de l'audiovisuel public souvent ont des problèmes aussi avec la démocratie. Donc, mais bon, sans vouloir détailler mon propos. Pour répondre juste en fait à la question de monsieur le député en fait Aurélien Saint-Toul, moi je veux bien qu'on puisse revenir à une redevance réformée dès cette année. Mais j'ai cru comprendre que le calendrier est tellement contraint que ce n'est pas possible et ça rejoint les propos de monsieur le député en fait Emmanuel Grégoire. Donc on estime en fait dans l'urgence, pourquoi pas, parce qu'on est conscient vraiment des dégâts irréversibles de la budgétisation. Donc si on peut prendre une demi-solution en attendant, allons-y. Et on prend aussi notre part de responsabilité. Mais je renouvelle encore une fois mon appel à une réflexion. Monsieur le député Boyard il a tout à fait raison. Il y a aussi une situation politique instable qui empêche la réflexion sur tant de sujets. Et ça l'est aussi pour l'audiovisuel public. Mais je pense que ce débat est nécessaire. Sur la question qui nous a été posée également sur les ingérences. Est-ce qu'il faut voter la PPLO? Ça, encore une fois, monsieur le député, je pense que ce n'est pas à nous de répondre à cette question. C'est le travail des parlementaires. En tout cas, je pense, enfin, je l'espère vivement que le 19 novembre, l'hémicycle pourrait vraiment nous apporter des garanties, ne serait-ce que provisoires. Encore une fois, on verra pour l'année prochaine. Sur les ingérences étrangères, la question, effectivement, est assez vague, mais moi, je me souviens de ce que disait le règlement européen sur la liberté des médias, c'est que la première atteinte à l'indépendance des médias réside dans les difficultés économiques. Et on le voit aujourd'hui, en fait. Je pense que ces problèmes de financement pourraient fragiliser aussi notre indépendance. Donc, moi, c'est là où j'ai envie vraiment de mettre l'accent sur cette question de financement, parce que je sais que, voilà, quand on n'a pas les moyens, on peut être tenté. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. J'entends certains dire que oui, non, mais ça n'arrivera jamais, on est en France. Mais comme je le disais tout à l'heure, voilà, personne n'est à l'abri. Il peut y avoir effectivement des ingérences politiques, étrangères aussi. Mais à partir du moment où on règle cette problématique de financement, je pense aussi qu'on peut compter sur la déontologie et le sérieux de nos journalistes, qui font encore une fois, et je le dis, un travail remarquable et de manière tout à fait professionnelle. Je rappelle aussi que dans notre pays, il y a un régulateur qui s'appelle l'ARCOM. Il est là aussi pour veiller à ce que les médias puissent assurer leur travail avec un respect du pluralisme. Je pense avoir répondu à toutes les questions, peut-être. Merci. J'en ai oublié. Merci beaucoup. Madame Morvan-Smith. Merci. Alors, très brièvement, pour revenir sur cette interpellation que nous avons subie du député Bruno Cadet et qui n'a pas eu la courtoisie d'attendre qu'on puisse lui répondre, moi je trouve que c'est une illustration fascinante du modèle que l'extrême droite peut promouvoir. Je sais qu'ils revendiquent à corps et à cri une privatisation, mais leur vision est tout à fait instrumentale. Ce dont je suis sûre, c'est que le jour où le politique se chargera d'éditorial, on aura basculé dans un autre monde. Et c'est pour cela que l'audiovisuel public doit être protégé. Sur les questions de chemin, de version, de la redevance progressive, je crains ne pas avoir la réponse puisque se pose la question de la faisabilité. Et je crois que vous êtes mieux placé que nous pour répondre sur ce point. Vote conforme ou pas, la question du calendrier, donc
on ne la maîtrise pas. L'indépendance, Monsieur Duplessis, vous avez posé cette question de comment, outre le budget, trouver des éléments d'indépendance. J'ai le sentiment que sur la durée des COM, il y a déjà des mécanismes qui existent ailleurs en Europe. Les contrats d'objectifs et moyens qui durent 8 ou 10 ans sont une possibilité. Ça a permis à la BBC d'avoir une forme de résilience quand elle était attaquée par certains groupes politiques. C'est peut-être une piste de réflexion. L'autonomie éditoriale, normalement, c'est un acquis dans une rédaction. La question, c'est qui se mêle des questions éditoriales, et il est évident que ça ne peut pas être une histoire de quelqu'un d'autre que de journalistes. Est-ce qu'il y a des démarches à engager sur la gouvernance, etc. Pour le moment, moi, je me méfie énormément de mots creux. On a très peu parlé de projets pour l'audiovisuel public quand il s'agissait de contenu, de ce qu'on pouvait apporter. Jusqu'à présent, les réformes ont plutôt abouti au contraire, à un recul du contenu, à des fermetures de journaux, la disparition du Soir 3, la mutualisation de certains journaux entre la radio et la télévision, avec des formules qui ne sont pas toujours très heureuses. Je pense notamment à la radio filmée. Et quand on réduit des contenus, on a ensuite une perte d'audience. C'est mécanique. Bah oui, parce que le public, il sait ce qu'on lui apporte. Et quand on lui apporte du contenu original, il est au rendez-vous. On ne peut pas ensuite faire le procès de l'audiovisuel public qui perdrait en audience quand en réalité on a déconstruit, démantelé ce qu'il pouvait être en mesure de proposer. On fait aussi assez peu appel aux chercheurs et au public dans les instances représentatives au sein des entreprises de services publics. C'est peut-être aussi une piste à explorer. Et pour répondre à monsieur le député Boyard, bien sûr qu'un rapport de force est engagé. Oui, il y a un projet de droit d'alerte économique. Oui, il faut qu'il y ait une mobilisation. Et cette mobilisation, elle ne peut se limiter aux syndicats et aux salariés. Il y a eu aussi des pétitions. Je crois savoir qu'une autre se prépare. Je voudrais juste rappeler quand même une chose, c'est qu'en France, on dépense à peu près 62 € par an pour l'audiovisuel public. Au Royaume-Uni, c'est 120 €. En Allemagne, 121 €. C'est un choix. La BBC, c'est plus de 400 millions d'euros. Qu'en France Média Monde, c'est un peu moins de 300. Merci infiniment. Juste quelques mots pour vous rappeler 2 éléments, et après je vous donnerai la parole, monsieur le rapporteur. D'abord, première chose, il a été dit que nous n'avions qu'une possibilité, c'est le vote de la PPLO le 19 novembre, afin d'assurer et de garantir que la budgétisation ne soit pas mise en œuvre dans le projet de loi de finances 2025. C'est factuellement faux. Nous avons actuellement un débat sur le projet de loi de finances en première partie, où il y a des amendements, notamment un que j'ai rédigé, qui recrée une nouvelle redevance, car je rejoins le rapporteur sur son analyse de la précédente redevance qui était, il est vrai, obsolète, mais il aurait été nettement préférable, et nous l'avons fait dès juillet 2022, de la remplacer par un dispositif qui à la fois garantisse l'indépendance de l'audiovisuel, mais aussi repositionne son financement sur une base juste. Ça a été rejeté par le gouvernement. Mais en tout état de cause, là, il y a des amendements qui sont en cours de discussion. Malheureusement, on peut prévoir, si le gouvernement prend les mêmes dispositions qu'il l'a fait pour le PLFSS, que le débat n'aille pas à son terme, et que donc le texte budgétaire soit envoyé au Sénat sans que nous ayons pu en débattre. Moi, j'espère toujours qu'il ne prendra pas cette responsabilité que de couper le robinet de la discussion parlementaire, que nous aurons le week-end où nous pourrons éventuellement, si nous, en toute souveraineté au sein du Parlement, décider de la mise en œuvre de cette redevance qui permettrait de rendre inutile la proposition de loi organique telle qu'elle est débattue. Si malheureusement, ce n'est pas le cas, que nous ne pouvons pas faire adopter cette redevance, alors il est clair que l'adoption de la PPLO
revêtira les formes d'une garantie qu'il sera, à mon sens, très intéressant d'avoir. Avoir cette garantie qui, de par le bouleversement du calendrier depuis juin, a déjoué les plans de la ministre de la Culture et de la majorité sénatoriale qui s'étaient mis de concert pour exiger que nous votions la fusion, la holding, avant, qui avait fait une sorte de chantage, c'est fusion, holding en avril ou en mai. Et peut-être, si nous étions sages, nous pouvions avoir la proposition de loi organique pour assurer le financement. L'histoire a déjoué ce plan, puisque matériellement, la ministre de la Culture, qui a essayé d'obtenir un créneau pour faire repasser la fusion avant, ne l'a pas obtenu. Et donc, nous avons quand même, finalement, et nous en sommes, en tout cas pour ma part, et je crois que nous sommes ici nombreux à le partager, déjouer cette forme d'injonction de l'Assemblée nationale à adopter la fusion avant d'adopter la débudgétisation. Donc nous pouvons, là, dès le 19 novembre, si la redevance n'est pas remise dans le projet de loi de finances dans les jours qui viennent, nous pouvons assurer effectivement le retour à un financement qui sera plus à même de garantir l'indépendance. Après, nul dispositif, le plus élaboré soit-il, ne pourra nous prémunir et prémunir les Françaises et les Français, prémunir les entités de l'audiovisuel public d'une volonté politique qui est clairement exprimée par le représentant du Rassemblement national pour détruire l'audiovisuel public. Privatiser l'audiovisuel public, c'est le détruire. Donc ça, je crois qu'on aura du mal à trouver un quelconque dispositif juridique quand on a une volonté politique aussi brutale qui s'exprime si elle accédait aux responsabilités. Donc, monsieur le rapporteur, pour un mot également de conclusion avant que je ne lève la séance. Merci Madame la Présidente. Merci de me laisser reprendre la parole. Je me joins à tous mes collègues. Je crois que la démocratie, c'est l'expression d'opinions différentes et variées. Je crois qu'on n'est pas tous d'accord dans cette salle. Et je pense que c'est même bien qu'on ne soit pas tous d'accord, sinon on s'ennuierait rapidement. Mais je crois qu'on peut l'exprimer avec respect. Et je crois que la manière de faire de certaines personnes sont problématiques et abîment la démocratie. Je vais avoir un propos en deux parties. Le premier, c'est déjà parler un peu de l'agenda. Je pense que c'est extrêmement important que nous soyons tous conscients de l'agenda qui est devant nous. Rappelez que dans le cas où la première lecture de l'Assemblée nationale ne soit pas votée pour, ou n'aille pas à son terme, mais finalement l'un égale l'autre dans l'agenda, il nous reste, par rapport à mardi, 2 semaines pour voter la PPLO à l'identique, et ainsi que le passage au Conseil constitutionnel, si je ne me trompe pas, pour qu'elle soit validée. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. Ça, c'est l'agenda. A-t-on le choix de faire différemment ? J'entends parler de la possibilité rapidement de créer une relation conflictuelle avec le gouvernement pour faire basculer sur une taxe diverse et variée qui pourrait s'appeler redevance progressive en fonction des revenus. Et là, je crois que je reviens sur mon sujet initial. Attention aux propos qui sont portés. Je relis, et c'est important, monsieur le député Bouillard, vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Montant déterminé d'une imposition de toute nature. Voter la PPLO ne vous interdira pas, si vous le souhaitez, à tout moment que vous le souhaitez, de créer une taxe quelle qu'elle soit. Moi, j'attends avec impatience la proposition de loi de la France insoumise pour le retour d'une redevance. Cette PPLO ne vous interdit pas demain, si vous le souhaitez, dans les jours qui viennent, si vous trouvez une majorité à l'Assemblée et au Sénat, de mettre en œuvre ce type de dispositif. Mais la réalité, c'est que vous le savez. À l'heure où on se parle, le 7 novembre 2024, il n'y a pas de majorité pour vous soutenir à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, mais prouvez-moi le contraire, déposez la proposition de loi. Et il n'y a pas de majorité au Sénat qui est capable de mettre en œuvre ce que vous le souhaitez.
Et je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous interdit de le faire? La réponse est non. Vous pouvez le faire à tout moment, mais la démocratie nécessite un vote qui doit être majoritaire. Et en fait, je ne voterai pas pour. Bien, alors, nous aurons tous ces débats en commission le 13, puisque nous aurons le débat entre nous pour que chacun puisse déterminer son vote, déposer des amendements autant qu'il le juge nécessaire et déterminer son vote. En tout cas, je voulais remercier encore une fois très chaleureusement les représentants des organisations syndicales qui ont bien voulu s'organiser pour être là quasiment du jour au lendemain, même pas quasiment, du jour au lendemain. Remercier aussi les administrateurs en charge, parce qu'ils ont aussi organisé tout ça immédiatement, et je les en remercie. Donc pour que nous puissions avoir cet échange qui nous semblait effectivement important d'avoir. Donc je vous remercie encore une fois. Et donc la prochaine audition, c'est un peu baroque, c'est les délais dans lesquels nous sommes, parce que le délai d'amendement, je vous le rappelle, est demain à 17h. Donc nous entendrons la direction générale des médias et de l'information le 12, donc après le dépôt d'amendement, mais bon, le 12 novembre à 18h, dans cette même salle, pour un échange avec donc le ministère de la Culture, qui clôturera nos auditions. Et puis nous aurons donc l'examen du rapport du collègue Masseglia mercredi à 15h. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc je lève la séance et je vous remercie infiniment encore une fois. Merci.